Un, deux, trois, c'est parti. Donc, alors bonjour à tous. Je suis très contente aujourd'hui d'interviewer Baptiste Nori. Donc, Baptiste, tu es coach, auteur et conférencier. Alors, Baptiste, Yes, alors moi, si tu veux, du coup, je fais la petite présentation. voilà, s'il te plaît. Moi, si tu veux, donc, comme tu l'as dit, je suis coach, donc j'accompagne les femmes sur leur confiance en elles, en fait, plus précisément. Donc souvent des femmes assez jeunes, entre 20 et 30 ans, souvent, parce que quand on a entre 30 et 50, c'est déjà, les croyances sont déjà plus fortes. Donc pour moi, c'est plus compliqué, si tu veux, en accompagnement, mais enfin, moi, c'est ma spécialité en tout cas. Je suis également, comme tu as dit, conférencier, donc je fais des séminaires privés. Je prends pas beaucoup de monde à ces séminaires, je prends une dizaine de personnes pour pouvoir vraiment être plus proche d'elles et pouvoir échanger avec elles. Et je suis auteur de 2 livres. Je vais voir si je les ai derrière moi d'ailleurs. Euh, alors, je sais pas où est-ce que je les ai mis. Je ne les... Ah, ils sont là, voilà. Je vais y arriver. Ils sont là, voilà, un et 2. Ah Donc, ouais, questions et les règles du jeu. Donc super. voilà. Voilà, voilà. Très bien. Ben, écoute, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton histoire et ton parcours professionnel surtout? Ouais. Alors, bah, moi, si tu veux, j'ai grandi à Monaco, du coup, donc j'ai pas une scolarité. Il y en a beaucoup qui aiment bien dire j'ai une scolarité compliquée, c'était dur et tout. Moi, pour ma part, ça va. Ça s'est bien passé. Donc moi, j'étais, si tu veux, le petit gamin qui était au fond de la classe, qui essayait d'être le plus sage possible, à qui on faisait pas attention. Enfin, j'avais pas confiance en moi ni rien. Et donc j'ai eu mon bac avec 10-30 de moyenne. Et quand j'ai eu ce bac avec cette note-là, je me suis dit, OK, pour les études supérieures, ça va être compliqué parce que enfin, ça va être chaud déjà, le bac avec cette moyenne-là. Plus tard, ça va être galère. Donc je me suis lancé en fac de psychologie. Première année, j'ai eu la mention et je me suis dit, waouh, finalement, c'est cool, j'aime bien la psychologie, c'est intéressant et tout ça. Et la deuxième année, je me suis fracassé. Donc, j'ai eu 10,05. Et là, je me suis dit, OK, soit ça passe et je me rattrape vraiment, soit ça passe plus et c'est fini. Et donc, c'est plus passé en fait. J'ai eu ma dernière année avec 9,96 et on m'a dit, bah écoute, quand t'es mauvais, t'es mauvais. C'est la femme de la fac qui m'a dit ça. Et quand elle me l'a dit, j'ai eu la haine parce que je me suis dit, putain, je suis dégoûté. À 4 centièmes, je pouvais être diplômé en psychologie et je suis pas diplômé. J'avais vraiment les boules. Et, Hmm. euh, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, bah, je vais passer sur du coaching. Je vais voir comment j'assure en coaching parce que la psychologie, bah, ça, j'y arrive plus. Et j'arrive en école de psychologie, en école de coaching, je vais y arriver. Et du coup, premier de ma promo, avec 16 de moyenne, un mémoire de fou et tout. Et je me dis, waouh, j'ai été excellent là-dedans. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui est différent de la fac, en fait? Et la différence, c'est que j'aimais ce que je faisais. Donc, j'ai creusé cette idée-là. Et au même moment, j'ai un pote qui m'a dit, ouais, mais il faut que tu lises un bouquin. Et je lui dis, ouais, mais tu sais que moi, j'aime pas trop lire les études, tout ça. Bon, ça me saoule un peu. Et en fait, il m'a recommandé Olivier Roland. Tout le monde appelle la chose à rater ses études. Je pense que Ouais. tu connais le bouquin. Oui, 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 je connais. Voilà. Et ça a réveillé la flamme entrepreneuriale, en fait. Et à partir de là, j'ai commencé à créer mes premières formations. La première formation que j'ai faite, c'était un petit truc à 97 euros, tout pourri. Et j'ai mis 6 mois à la vendre. Et la première vente que j'ai faite, c'était un pote à mon père qui voulait me faire plaisir. Donc voilà, ça a pris un peu de temps. Mais voilà, petit à petit, ça s'est mis en place. Et là, aujourd'hui, ben, je suis bien, j'ai ma copine, j'ai mon petit chat, mon appart, mon business qui tourne bien. C'est vraiment, je suis nickel, je suis trop content. Mais voilà, ça n'a pas toujours été facile et aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude pour ce que j'ai. Très bien, super. Merci. Alors, donc, Baptiste, tu as dit que tu es coach spécialisé dans la confiance en soi. Voilà, donc, tu as dit que toi-même, tu avais souffert de ce problème de confiance en soi dans ton passé. Donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait justement pour t'en sortir, pour gagner de la confiance en toi et comme ça, les personnes qui nous écoutent, euh, voilà, ils vont appliquer tes conseils et iront mieux. Alors, c'est pas je vais te dire un truc que je pense pas beaucoup de coachs aiment dire parce que c'est pas très marketing friendly. Hmm. Mais les vrais changements dans la vie des gens, j'ai remarqué que c'est quand tu as soit une grosse poussée d'inspiration, soit une grosse douleur. Et moi, du coup, j'ai fait partie de la deuxième catégorie. Et souvent, c'est quand on a une grosse crise dans sa vie qu'il y a un changement qui va être opéré, en fait. Donc moi, ce qui s'est passé, donc moi, j'étais le jeune étudiant qui n'a pas confiance en lui, qui ne sait pas aborder quelqu'un, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui reste beaucoup chez lui, qui joue à la play. Et, euh, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'étais avec une copine à cette époque-là qui m'a quitté. C'était une rupture assez violente au bout de 3 ans. Et ce jour-là, enfin le jour où elle m'a quitté, je me suis dit, bon, maintenant,
j'arrête de penser toujours aux autres et je vais un petit peu penser à ma gueule pour voir ce qui se passe. Je vais essayer d'être un petit peu égoïste. Et en fait, l'égoïsme, c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie parce que quand tu es égoïste, tu commences à vraiment réfléchir pour toi et plus pour les autres. Et ça, c'est une des premières clés qui a fait que j'ai vraiment développé ma confiance en moi. Et ensuite, bah forcément, j'ai commencé à beaucoup lire. Je pense que tu peux le voir derrière moi, j'ai pas mal de… Ouais, ouais, Donc, je vois. beaucoup d'investissements dans les formations, dans les coachings, etc. Et toujours coaché, toujours un coach avec moi. Quoi d'autre? Après, enfin, surtout, c'est ta confiance, elle augmente au nombre de trucs inconfortables que tu vas faire, même si tu n'as pas envie de les faire. Donc, par exemple, un truc qui a vraiment explosé ma confiance en moi, c'était mon premier séminaire sur un yacht. Il y a beaucoup de coachs qui disent, ouais, moi, je vais faire des conférences, des séminaires, et ils prennent une salle dans un hôtel avec 3 places, tu vois, et ils font un petit truc. Et je me suis dit, moi, j'ai pas envie de commencer comme tout le monde, je vais commencer avec un truc qui va me mettre un peu la pression. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais louer carrément un yacht et je vais amener les gens dessus, je vais les faire payer cher pour monter dessus. Et forcément, ça m'a stressé parce que je me suis dit, putain, un yacht, ça coûte quand même plusieurs milliers d'euros la journée. Donc, c'est quand même une grosse somme à avancer. Les clients, il faut les trouver. Il faut les convaincre de payer 2 000 € la place. Donc, c'est tout un truc inconfortable, en fait. Mais vu que j'y croyais à fond, je l'ai fait quand même. Et aujourd'hui, je me dis, bon, bah, là, aujourd'hui, un yacht, je le remplis en 48 heures parce que j'ai plus de soucis pour vendre ça. Mais il faut passer le cap de dire, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Donc, si tu veux avoir confiance en toi aujourd'hui, que tu regardes cette vidéo, ce que je te conseille, c'est prends une feuille, liste tout ce qui te fait peur et dis-toi, comment est-ce que je peux me confronter à cette peur cette année? Et c'est un truc que je fais avec mes clientes et ça marche super bien. Très bien. Ok, merci. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes peurs les plus paralysantes que tu as rencontrées dans ta vie, surtout la vie d'entrepreneur? Alors, en tant qu'entrepreneur, les peurs qui m'ont bloqué, il n'y a pas eu la peur de l'échec. Il y a eu la peur de réussir. Mm. Beaucoup, parce que je me suis dit, putain, j'en parlais avec une cliente en plus il y a genre 3 jours. Elle me disait en fait, je suis bloqué devant une porte, j'ose pas l'ouvrir. Et en fait, je lui disais, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à ouvrir cette porte? Parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière. Et en fait, la peur du succès, c'est un peu ça. Et c'est une peur que j'ai eue pendant super longtemps. Et je me disais, putain, si j'ouvre la porte et que je réussis, que je fais, admettons, 10 000 € par mois, qu'est-ce qui va se passer derrière? Je ne sais pas du tout. Est-ce que je vais changer? Est-ce que mes parents ils vont arrêter de m'aimer? Est-ce que mes amis vont me quitter? Est-ce que ma copine elle va croire que je deviens un mec qui pense qu'au travail? Plein de questions comme ça en fait. Donc il y a eu la peur du succès. Il y a eu un petit peu la peur du regard des autres au début aussi. Quand on est entrepreneur, on se dit que tous les gens nous prennent pour un suicidaire en fait, parce que c'est un petit peu du suicide. Créer une entreprise, on se dit waouh, tu lances un business, c'est dangereux, tu peux perdre de l'argent, tu peux te mettre dans le rouge, tu peux te mettre en faillite, tu n'auras pas de retraite, enfin plein de choses Mm. comme ça. Et ouais, il y a pas mal de peurs comme ça qui sont venues. Mais pareil, je me suis dit, comment est-ce que je fais à me confronter à ces peurs-là? Comment est-ce que je fais à aller au-delà? Et le but, en fait, des peurs, c'est pas, faut pas voir une peur comme un obstacle, mais comme un petit chat que tu vas adopter et tu vas amener avec toi sur le chemin, en fait, tout simplement, tu vois. Il faut voir les peurs comme des petits chats que tu as envie d'adopter. D'accord. Très bien. En fait, tu fais après comme moi. Donc, en fait, quand j'ai peur, je sens que c'est ça la bonne voie, la bonne direction, en fait. Et donc, pour casser cette peur, c'est l'action, en fait. Tu passes à l'action, même si tu sais pas s'il y aura quoi derrière. Très bien. Ouais, carrément. Ouais, super. Alors, est-ce que tu peux nous partager aussi, tu vois, les grosses croyances limitantes que tu retrouves chez tes clients et tes clientes? Alors, moi, c'est surtout des clientes, du coup, et quelque chose qui Ah, ressort beaucoup, c'est la comparaison. Enfin, c'est pas forcément une croyance limitante, mais c'est plus un système bloquant, on va dire. Euh, Elles se comparent beaucoup. Elles se hmm, disent, voilà, moi, j'arrive pas à être belle parce que elle, là-bas, elle est belle et moi non. Elle est plus intelligente que moi. Elle est plus forte que moi. Elle a plus d'argent. Elle a des seins plus gros. Elle a des fesses plus grosses. Tu vois, des comparaisons un peu débiles. ouais. Hmm, Mais on est dans une société où la comparaison, bah, maintenant, c'est un peu la mode. Toujours vouloir être meilleur que les autres, etc. Donc, il y a beaucoup la comparaison. Il y a cette idée aussi de la peur du succès aussi. Beaucoup de gens qui se disent je n'ose pas réussir parce que je ne sais pas ce qui se passe derrière. Et du coup, je ne vais pas réussir. Et donc, ils ont des comportements qui sont limitants comme ça. Euh, et la fameuse croyance limitante, j'ai pas confiance en moi. Mais en fait, la confiance en soi, à la base de tout, c'est un choix. Tu choisis d'avoir confiance en toi. Et les gens qui disent qu'elles n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas confiance en eux, c'est des gens qui ont décidé de ne pas croire en eux. En fait, ils s'autorisent pas, ils se donnent pas la chance. Et un des meilleurs outils qu'il y a pour gérer ces peurs-là, c'est les questions. D'où le livre Questions. ah, oui. Et
En fait, il faut vraiment se demander aujourd'hui, enfin moi, c'est ce que je fais avec mes clientes, je leur dis aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire, mais que tu t'autorises pas en fait à faire. Hmm. Et souvent, il sort plein de choses vraiment viscérales. Et même moi, quand je le fais, je me surprends tous les jours en fait. Je me dis, mais waouh, en fait, tu voulais faire ça. Mais, et je te donne un exemple concret. Euh, Moi, j'ai grandi avec une croyance limitante qui était que jouer aux jeux vidéo, c'était pas bien. Parce que ça rend addict, parce que c'est violent, parce que ça coûte cher, parce que ça prend du temps pour rien. Et mes parents, si tu veux, m'ont beaucoup éduqué dans ce système-là en me disant, voilà, les jeux vidéo, c'est mauvais pour toi. Ce qui n'est pas forcément faux, tu vois, parce que j'en abusais beaucoup. Et aujourd'hui, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui de manière très authentique et très sincère avec toi-même que tu t'autorises pas. Et en fait, je me disais, ben, si j'ai envie de passer mon après-midi à jouer à la play, ben, j'ai le droit en fait, parce que je m'autorise. Et la confiance en soi, c'est pareil. Avec toutes mes clientes, c'est autorise-toi à avoir confiance en toi. Une fois que la permission elle est donnée par la personne, là, tu peux commencer à travailler sur la croyance et sur la confiance en soi. D'accord. Ok, merci. Alors, selon toi, quelle est la différence entre, s'il y en a pour toi, donc quelle est la différence entre la réussite et le succès? Hmm. Euh, je pense que le succès, c'est un truc extérieur et la réussite, c'est un truc interne. Alors, c'est une bonne question. Euh, je pense que tu regardes quelqu'un dehors qui roule en Lamborghini, tu te dis, lui, il a du succès. Mais tu ne sais Hmm. pas s'il a réussi. Parce que peut-être que c'est la Lamborghini de papa, ou peut-être qu'il a gagné au loto, ou on ne sait pas. Qu'il a loué? Par contre, la réussite, ouais, pour être à Monaco, j'en ai quelque chose comme Voilà. ça. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que le succès, c'est vraiment quelque chose d'externe que tu peux voir de dehors. Mais tu peux avoir du succès, mais pas pour autant réussir. Tu Hmm. prends, je pense que tu en connais quelques-uns. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un succès monstrueux. Mais si tu creuses un petit peu dans leur vie personnelle, ils sont malheureux, leur couple ça va pas, ils sont fatigués, ils sont en burn-out. Je ne vais pas citer de nom, mais un coach extrêmement connu en francophonie, ça commence par un D, je ne vais pas aller plus loin, je pense que tu as le nom. Hmm. Lui, par exemple, je pense que ce mec est super malheureux. Même s'il a un succès de fou, à mon avis, ce mec est super malheureux parce que ben, il a le succès de façade, mais est-ce qu'il a vraiment la réussite? Et en fait, je pense que le succès, c'est un truc que tout le monde a en commun. Parce que le succès, c'est avoir de l'argent, c'est bien réussir, c'est être heureux, etc. Et la réussite, chacun va avoir sa propre notion de réussite. Pour moi, réussir, c'est pas faire 1 million d'euros par mois. C'est j'en fais 3 000, 4 000. C'est très bien, je peux acheter ce que je veux. Je mange au resto tous les jours si j'ai envie, et puis c'est bon. Et chacun va avoir sa propre réussite. D'accord, merci. Alors, on dit souvent que la réussite, c'est 20% de stratégie et 80% de mindset. Donc, comment, d'après toi, comment on peut développer un mindset gagnant, surtout pour un entrepreneur? Prendre un coach. Prendre un coach, vraiment. Enfin, ah, Direct. vraiment, parce que, ouais, ouais, direct. Parce que, enfin, moi, je l'ai fait. J'ai pris un coach qui s'appelle Antoine, peut-être que tu connais, euh, qui est spécialisé du coup dans le mindset des entrepreneurs. Et moi, si tu veux, j'avais un plafond de verre où je me disais, tiens, j'arrive pas à passer un certain cap de chiffre d'affaires. Je perds un petit peu du sens dans mon activité. Je sais pas trop ce que je veux faire exactement. Et les stratégies, c'est facile à apprendre parce que tu fais de la pub Facebook, tu fais un tunnel de vente, tu fais une séquence mail. On connaît tout ça. Et même les clients connaissent tout ça. Par contre, on est en 2020, bientôt en 2021. C'est pas une époque où la stratégie fonctionne. C'est une époque où l'authenticité fonctionne. Et l'authenticité, c'est ta Mm. meilleure stratégie. Et tu peux pas être authentique si tu n'as pas fait un travail sur ton mindset. Donc, clairement, pour moi, le mindset, comme tu dis, c'est 80%. Je dirais même 95%. Et ouais, clairement, prendre un coach, se faire accompagner par quelqu'un. Parce que j'en vois beaucoup qui disent, ouais, mais moi, je fais ça tout seul, je fais de l'auto-coaching ou je travaille Les en livres. automatisme ou quoi. Ouais, c'est bien les livres. Je pourrais pas te dire que les livres, c'est nul avec ce que j'ai derrière moi. Mais, mais franchement, un livre ne suffit pas. Un livre, ça suffit Mm. pas. Il faut un être humain qui soit 100% focus avec nous sur notre projet de manière personnalisée, quoi. D'accord, très bien. Alors, est-ce que Baptiste voit une place de la spiritualité dans la vie professionnelle d'un entrepreneur? Ouais. Ah ouais, ouais, de ouf, de ouf. Je vois pas d'entrepreneur. Tous les entrepreneurs qui ont du succès, ils ont une relation à la spiritualité. Alors, il y a spiritualité, il y a religion. Je sais pas toi comment tu fais la part des choses.
Ben moi, ouais. Non, moi, pour moi, ils sont différents. La spiritualité et la religion, c'est deux choses différentes. Pour moi, après. Ok. Ouais. Alors, je prends la spiritualité vraiment comme quelque chose de différent, du coup. Ouais. Euh, je pense que, ouais, je connais aucun entrepreneur qui m'inspire, en tout cas, qui n'a pas une part en lui de spiritualité consciente, parce qu'on a tous une spiritualité inconsciente, on a tous un avis sur la question, sur la vie, on se dit, voilà, quel est le sens de ma vie, etc. On se pose tous des questions existentielles, ça c'est humain, c'est factuel. Maintenant, l'entrepreneur qui ne met pas un petit peu d'accent sur sa spiritualité, à aucun moment il pourra remettre des choses en question, à aucun moment il pourra se questionner, et à aucun moment il pourra se créer ses propres opinions sur des sujets. Donc, par exemple, euh, je cherche un exemple type. Les entrepreneurs, ils aiment bien les appels de vente. Appels stratégiques, sessions de découverte, appels de clarté, enfin, toutes les appellations comme ça. Moi, c'est un truc que j'aime pas trop parce qu'on sait que derrière, il va y avoir une vente. Et Hmm. j'aime pas trop, peut-être pas un manque d'authenticité parce que les gens le savent, mais ça reste assez ambigu, donc on ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans cet appel. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça. Et les plus spirituels que je connais, ils sont passés au-delà de ça et ils se disent, moi, j'ai plus besoin de faire des appels ou quoi que ce soit, juste, je suis moi-même et les gens vont venir à moi. Et j'ai plus besoin de chercher à closer des ventes, signer des contrats, etc. Parce que j'ai une spiritualité qui est tellement élevée et du coup un magnétisme qui est tellement puissant que les clients viennent à moi, en fait. Et sans la spiritualité, tu n'as pas de magnétisme et sans magnétisme, tu n'as pas de clients. Donc je pense que l'argent, en partie, est dans la spiritualité. D'accord. Ok, merci. Voilà. Et justement, tu as parlé des personnes qui t'ont inspiré. Est-ce que tu peux me partager quelques noms? Alors, ça surprend un petit peu quand je le dis. Moi, il n'y a personne qui m'inspire à part qui je suis dans 10 ans. Ça fait très égocentrique, hein, dit comme ça. Mais si tu veux, j'ai pas envie... Par exemple, je te donne l'exemple de David Laroche ou Franck Nicolas ou des coachs qu'on connaît tous et qui Hmm. inspirent beaucoup de futurs coachs aussi. On se dit, ouais, moi, je vais être le futur David Laroche, le futur Elon Musk, le futur machin. Euh, Commence par toi, en fait. Si tu veux être inspiré par quelqu'un, pourquoi pas commencer par toi et être inspiré par qui tu seras toi dans 10 ans. Et moi, ce que je fais, parce que je fais beaucoup d'exercices en ce moment, vu que je suis coaché, je travaille beaucoup là-dessus en plus. Euh, j'ai écrit en fait sur une feuille qui je serai dans 10 ans. Donc un super coach qui fait des séminaires de dingue, qui close des centaines de milliers d'euros, qui roule comme il veut, enfin vraiment qui vit bien. Euh, et c'est là qui m'inspire parce que c'est celle que j'ai envie de devenir. J'ai pas envie de devenir David Laroche 2.0 ou Franck Nicolas 2.0, ça m'intéresse pas. Donc je m'inspire vraiment que de moi-même. Après, je m'inspire pas d'autres personnes, mais je m'inspire de ce que peuvent dire d'autres personnes. Par exemple, une petite punchline qui fait réfléchir, une citation, un truc comme ça. Mais sinon, je m'inspire vraiment de qui je peux être. Hmm. Ça veut dire que tu n'as pas de mentor. Non. Non, j'ai pas de mentor. J'ai des coachs, j'ai des accompagnants, j'ai des personnes qui me suivent, voilà, mais D'accord. j'ai pas un mec quelque part que je vais suivre au doigt et à l'œil, quoi. Très bien. Alors, donc Baptiste, tu as parlé au début de l'interview des séminaires privés que tu organises. Donc, tu as déjà organisé un séminaire et je sais que tu prépares un deuxième séminaire sur un yacht. Est-ce que tu Ouais. peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors, bah là, sur celui-là, j'ai plus grand-chose à dire parce il est déjà sold out. Il n'y a plus de place. Oh, Tout est déjà super. parti. Donc voilà, donc ça se passe Ok. le 26 septembre, donc à Monaco. Donc on a pris un très très beau yacht, à terrasse pour ceux qui connaissent un petit peu les bateaux. Hmm. Et du coup, bah, pour parler quand même événement, le prochain séminaire que je fais, ça se passe en février 2021. Donc c'est sur une grosse villa sur la Côte d'Azur aussi, donc à la Turbie, c'est juste au-dessus de Monaco. Et du coup, là, on fait une journée de séminaire avec le même contenu que sur le yacht, c'est pour les personnes qui sont un petit peu retardataires. Et le lendemain, un petit mastermind. Donc, les clients vont dormir sur place. Et les places, pour l'instant, tu peux venir me voir. Il n'y a pas encore le guichet ouvert, mais on peut venir me Hmm. demander les places. Et moi, je peux déjà les vendre pour les personnes qui peuvent être intéressées. Et du coup, on travaille sur la vision, sur la mission, sur la confiance en soi, sur les peurs, sur les blocages, euh, Ah sur oui, le rapport à l'argent, l'abondance, enfin, beaucoup de thématiques qui peuvent servir. ah, c'est très riche. C'est très riche. Ouais. Très bien. Ben, sinon, à part les séminaires, en fait, tu proposes quoi comme différentes offres pour accompagner tes clientes? Alors, j'ai toute une gamme de petites formations.
sur la rupture amoureuse, sur la dépendance affective, sur l'abondance. Ensuite, j'ai le programme Excelsior. Donc ça, c'est vraiment un très gros programme qui est à 2 000 €. Donc c'est vraiment le gros truc fat qui est dédié en fait aux femmes qui veulent faire exploser leur confiance en elles. Donc on a 300 et quelques vidéos. Enfin, c'est vraiment un contenu titanesque. Et les coachings, évidemment. Donc ça, je laisse les gens venir me parler directement parce que je veux trier les clients, parce que je ne peux pas avoir 50 clients en même temps, sinon c'est juste plus gérable, tout simplement. J'imagine. Voilà. Et après, je me débrouille aussi pour que ça fasse sens non seulement pour moi en coaching, et que ça fasse sens aussi pour la cliente en question, parce que je ne veux pas travailler avec des gens qui ne sont pas très chauds, qui sont encore en doute. Moi, si tu veux, je travaille avec des gens qui sont déjà convaincus par moi. S'ils ne sont pas encore convaincus par ce que je fais, je leur dis, continue à suivre mon contenu gratuit, continue à te former avec ce que j'offre gratuitement sur YouTube, sur Facebook, sur tout ça. Et quand tu es convaincu, tu viens me voir, on en parle, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Mais sinon, je ne vais pas chercher les gens pour leur vendre, en fait. C'est eux qui viennent me voir. Bien, d'accord. Voilà. Alors, une autre question. Alors, qu'est-ce que tu dirais, Baptiste, à quelqu'un qui a un rêve, un projet, mais qui ne se voit pas aujourd'hui capable de réaliser ce rêve un jour? Je dirais de venir te parler déjà parce que tu fais du super contenu à ce niveau-là. Merci. Déjà. Merci. Alors, une personne qui n'a pas confiance en elle, qui veut réaliser son rêve et du coup, qui pense que c'est pas encore possible. Oui, voilà, donc il croit pas en lui, il voit que c'est un... Tu vois, quand on dit rêve, c'est grand, c'est gigantesque, ben, ils ont cette peur de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, tu vois, donc qu'est-ce que tu peux lui dire pour... Alors, je lui dirais déjà d'être bon avec lui-même parce que souvent, quand on est dans cet état d'esprit-là, on est sévère avec nous-mêmes. On s'en veut, on se dit, ouais, tu fais chier, tu n'arrives pas à trouver ton rêve alors que tout le monde peut le faire. On s'en veut beaucoup, en fait. On est méchant avec nous-mêmes à cette période-là de notre vie. Alors que c'est une des périodes les plus dures de notre vie de trouver ce qu'on veut, de trouver le sens de sa vie. Et c'est OK de galérer. Moi, première chose que je dirais à quelqu'un comme ça, c'est de regarder son environnement. Qui sont les personnes avec qui tu traînes? Et si tu traînes avec des abrutis, tu vas devenir un abruti, tu peux rien. C'est comme ça. On est Oui. comme ça. Et il y a une citation que j'aime bien qui dit que tu peux être la meilleure graine. Si je te plante dans un désert, tu ne pousseras pas. Et en fait, c'est vraiment une question que l'environnement, il est super important en fait, par rapport à ton développement. Une fois que tu sais que tu as les bons amis, que ta famille t'encourage, que autour de toi, tu n'as que des personnes qui sont bonnes avec toi, naturellement, tu vas devenir plus confiant. Ensuite, prendre une feuille, écrire le rêve en question et dire, OK, quelle est la première chose que je dois faire? Par quoi est-ce que je peux commencer qui n'est pas trop stressant, qui ne me fait pas trop peur, mais qui me fera avancer quand même? Et là, dans ton cas, par exemple, pour un entrepreneur qui veut se dire, ben, c'est bon, j'en ai marre de mon travail, je lance mon entreprise, ce serait, OK, comment est-ce que je peux créer mon existence sur Internet? Est-ce que je peux faire une première vidéo? Est-ce que je peux faire ma page Facebook? Est-ce que je peux faire un compte Instagram? Est-ce que je peux ajouter 10 nouvelles personnes sur Facebook pour leur parler de mon projet? Un tout petit truc en fait. Il faut commencer par un tout petit truc parce qu'il y a Ouais. la loi de la première seconde. Alors, je vais essayer de te trouver très rapidement parce que j'ai une image et je pense qu'une image ça parlera mieux que du blabla. C'est où? Alors, je ne sais plus du tout où c'est. Ouais, c'est là. En fait, alors je ne sais pas si tu vois quelque chose. Oui, oui, je vois. En gros, quand on veut passer à l'action, Ouais. il y a le moment où on veut passer à l'action et là, c'est super dur, le passage à l'action. Mais une fois qu'on est passé à l'action, ça redescend en fait. Il n'y a plus d'effort. C'est beaucoup plus facile. D'accord. Et si tu C'est arrives à… dans ton livre? Ouais, c'est dans mon livre. Et clairement, si tu arrives à passer ce cap de la première seconde qui est super compliqué, après, c'est super facile. Je pense que toi, tu le sais aussi avec tes accompagnements, avec tes clientes. Euh, c'est toujours dur de commencer. Comme par Ouais. exemple, quand tu veux payer un coaching, un client qui veut payer un coaching, moi, souvent, il me dit le plus dur a été juste de payer en fait. Parce qu'après, bah, une fois que tu es dedans, c'est bon, ça se passe bien, c'est cool, tu avances. Mais effectivement, lâcher 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 euros d'un coup, ça fait Mm. transpirer. C'est normal. Donc, il faut juste accepter que c'est dur dès le début et qu'après, ça redescend. Et là, on peut y aller. Très bien. Merci. Alors, qu'est-ce qui fait Baptiste quand il se sent bloqué vis-à-vis de l'atteinte d'un de ses objectifs? Baptiste, alors généralement, il se met devant la play et il arrête, il glande un peu. Il va glander. Ouais, il se prend une petite après-midi pour lui, il va balader en moto, il va aller marcher un petit peu,
en parler à sa copine, il va prendre un peu le soleil, il va faire un post où il va en parler aussi, parce que je pense que je peux me servir du coup d'un moment compliqué pour l'échanger avec mon audience. Mm. Euh, mais du coup, quelqu'un qui galère, parce qu'on a tous des moments comme ça, même un Tony Robbins ou un David Laroche, ils ont des moments où bah, c'est down, ça va pas, c'est Mm. compliqué, c'est difficile. Euh, c'est OK en fait. Il faut juste accepter, souffler un coup et dire OK, j'ai le droit à des moments dans ma vie d'être moins bien que d'habitude. C'est OK. Et en tant qu'entrepreneur, et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs du coup qui vont nous écouter, euh, beaucoup d'entrepreneurs, ils s'en veulent aussi quand ça ne marche pas bien. Parce qu'ils se disent, putain, là, je vends plus, j'ai plus d'argent qui rentre, mon offre, elle est pas claire, je ne sais pas si ça me plaît vraiment ce que je fais. Il y a plein de douleurs comme ça qui vont ressortir chez les entrepreneurs. C'est OK, en fait. Il faut juste être d'accord avec ça et comprendre que ça fait partie du jeu. C'est dans le jeu de l'entreprise d'avoir des moments un petit peu down. D'accord. Donc, oui, donc là, en fait, tu as parlé de l'acceptation de la situation. Mais au-delà en fait de l'acceptation, est-ce qu'un blocage pour toi, ça signifie forcément que peut-être c'est pas le bon objectif ou peut-être t'es pas encore prêt ou bon, je parle soit pour toi ou quelqu'un d'autre qui nous écoute. Donc, en termes d'action, qu'est-ce que tu ferais en fait? Tu te ferais aider ou tu vas entamer une réflexion sur l'objectif en lui-même. Donc, en termes d'action, qu'est-ce que tu ferais? Alors, je questionnerai mon objectif. Est-ce que l'objectif que j'ai fait toujours sens pour moi? Je vais donner un exemple que j'ai fait début 2020. Je voulais faire un assez gros chiffre d'affaires à l'année. Et au début, ça me paraissait cool. Je me disais, ah, trop cool, je vais faire X euros par an, ça va être génial. Et au bout de 2, 3 mois, je me disais, je travaille, mais je ne sais pas pourquoi je travaille, ça me gonfle. Il n'y a plus, en fait, il n'y a plus la magie. Et pendant 1 ou 2 mois, j'étais en bad parce que je n'arrivais pas à comprendre quel était mon pourquoi, je ne savais plus ce que je faisais, pourquoi est-ce que je fais mon entreprise, etc. Jusqu'à ce que je tombe sur cette question, je me dis, est-ce que mon objectif, il fait vraiment sens encore pour moi? Hmm. Et en fait, je m'en foutais de faire de l'argent parce que j'avais déjà l'argent que je voulais. Et je me souviens de mon objectif qui n'avait pas de sens. Donc, la première chose que je ferais à ce moment-là, c'est OK, quel est mon objectif? Est-ce que cet objectif a encore sens pour moi? Si c'est le cas, très bien. Si ce n'est pas le cas, je remanie l'objectif, je le reprends à zéro. Et il faut être OK avec le fait que pendant l'année, tes objectifs annuels vont changer, mensuels vont changer. Enfin, tout va changer en fait. Il n'y a rien qui va rester stable. Donc, questionner l'objectif. D'accord. Une fois que tu as remis en question ton objectif, prendre un moment pour soi. Donc, il inclut l'acceptation à l'intérieur, mais après, prendre du temps pour soi, relaxer, se faire plaisir, aller manger un bon resto, déconnecter de l'entreprise en fait. Il y a quelque chose de très, très, très utile sur le téléphone aussi, c'est le mode avion. Souvent, Hmm. on n'arrive pas à le faire, mais tu prends une journée de mode avion. Non seulement c'est cool parce que tu te déconnectes et tu te reconnectes à des choses beaucoup plus sensées. Et quand tu reviens sur ton téléphone, tu as une blinde de notifications, tu te prends un shoot de dopamine, tu fais ah, trop bien, il y a plein de gens qui s'intéressent à ce que je fais et tout. Et c'est bon pour les entrepreneurs de se prendre un petit shoot de temps en temps de dopamine comme ça. Donc, euh, donc voilà, je pense que je partirai sur ça. Et, euh, et vraiment, je reviens dessus, hein, mais l'acceptation, c'est le plus important. Si tu as de l'acceptation, c'est OK de traverser des moments où c'est un peu compliqué. Ok, très bien. Alors, écoute, pour finir l'interview, donc une dernière question. Quel est le message que tu aimerais faire passer au monde? Euh, autorise-toi. C'est juste en 2 mots, c'est autorise-toi. Tu Oui, as envie de j'adore faire. moi aussi. Voilà. Oui, Fais un truc qui te fait kiffer. Juste fais un truc qui te fait kiffer. Même super. si tes parents sont pas d'accord, même si ta copine a peur, même si tes potes te disent que c'est n'importe quoi, autorise-toi. C'est OK de tester. Et si tu échoues, au moins tu auras testé. Et c'est très bien. Donc, ouais, autorise-toi à faire quelque chose. Très bien. Ben, écoute, on finit cette interview. Je te remercie beaucoup, Baptiste, pour toutes tes réponses et tes partages qui sont vraiment enrichissants et pertinents. Voilà, et je te souhaite une bonne continuation et une très, très belle fin de journée. À toi aussi, Laila. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Baptiste.